La ZLECAf est la zone de libre-échange la plus vaste au monde, avec 54 pays impliqués. On a mentionné tout à l'heure, il n'y a que l'Érythrée qui n'a pas voulu encore jusqu'à présent ratifier. Nous avons une démographie de 1,4 milliard de personnes et un PIB annuel cumulé de 2500 milliards de dollars américains. C'est un gros marché. La mise en œuvre effective de la ZLECAf répond à une volonté concrète de fluidifier les échanges au niveau du continent africain et d'en faire le socle du développement économique et social du continent. À ce jour, le commerce intra-africain reste très négligeable. L'Afrique, avec 30 millions de kilomètres carrés, se classe immédiatement après l'Asie en termes de superficie, mais est 2 fois plus grande que l'Amérique latine et l'Amérique du Nord. Elle compte 16% de la population mondiale, mais le volume des échanges entre l'Afrique et le reste du monde ne représente que 5% du commerce mondial. Le volume des échanges intra-africains, c'est-à-dire entre États africains, fortement balkanisés depuis la conférence de Berlin depuis 1885, ne représente que 6% du commerce mondial. C'est très négligeable. L'Afrique reste pourvoyeuse des matières premières à l'état brut aux pays industrialisés. La ZLECAf vise la création d'un marché élargi et sécurisé pour les échanges grâce à une infrastructure adéquate et à la réduction et à l'élimination progressive des barrières tarifaires et non tarifaires au commerce et aussi à l'investissement. Elle vise l'explosion du marché africain et la création d'opportunités d'affaires à travers la libre circulation des personnes, de biens et services et aussi des capitaux. Elle vise le renforcement des relations économiques entre États, lesquelles relations seront facilitées par la complémentarité des échanges qui en découlent, en passant notamment par l'établissement de règles claires, transparentes, prévisibles et mutuellement avantageuses. Elle vise aussi l'harmonisation des politiques économiques des États membres et la résolution des conflits découlant de la multiplicité des régimes commerciaux qui se chevauchent. La ZLECAf vise enfin l'augmentation des échanges commerciaux intra-africains à plus de 50% à l'horizon 2063, l'achat des biens et services bon marché, l'augmentation des investissements directs étrangers, le développement du marché financier pouvant faciliter l'accès aux capitaux à des taux d'intérêt raisonnables, le transfert de technologies par le même processus de complémentarité, la libéralisation progressive des échanges, l'industrialisation des économies non encore diversifiées, la création d'opportunités d'emploi et la relance du processus de croissance économique des pays africains. Pour la République démocratique du Congo, notre pays, l'adhésion à la ZLECAf constitue un enjeu de taille au regard de l'impact sur son économie et sa population. Mais quelles sont les contraintes actuelles auxquelles fera face la République démocratique du Congo dans la zone de libre-échange au niveau continental? Depuis l'émergence au XVe siècle des États-nations, les gouvernements sont préoccupés par les effets de la concurrence étrangère sur la prospérité des activités nationales. Il est évident que la ZLECAf est une énorme opportunité pour les pays qui disposent des atouts pour se faire valoir au niveau du commerce intra-africain. Mais il n'est pas moins faux que ne peuvent bien profiter pleinement de ces échanges à court terme et même à long terme que les pays ayant des structures économiques solides, ceux qui sont économiquement avancés et industrialisés, qui sont capables de produire pour déverser leur production sur les pays moins avancés. De par la structure de son économie, la République démocratique du Congo importe plus et exporte moins. Les biens exportés sont essentiellement des matières premières à l'état brut et on les exporte vers les pays de l'Occident. Le pays n'a pas eu jusqu'à présent une politique de transformation des matières premières en produits finis ou semi-finis à l'intérieur du Congo.
Vu sous cet angle, les 105 millions de Congolais que nous sommes seront considérés comme un grand marché de consommateurs pour les pays à forte potentialité industrielle comme l'Afrique du Sud, le Kenya, la Tanzanie, le Nigeria ou l'Égypte. À titre d'exemple, la Bralima a dû fermer son usine de production de bière à Boma lorsque le marché de Lufu en Angola a été ouvert. Imaginons maintenant de tels scénarios sur l'ensemble de la RDC. Nous risquons de tuer le marché local avec toutes les conséquences qui s'ensuivent sur le marché de l'emploi et pour consommer des produits fabriqués à l'extérieur. En plus, un excès des importations sur les exportations entraînera quoi? Un déficit de la balance commerciale et la fuite des capitaux vers les pays exportateurs, rendant de ce fait la politique monétaire conduite par la Banque centrale du Congo inefficace. Pour mieux cerner la menace liée à un degré d'ouverture précipité, prenons le cas du secteur agricole, qui emploie l'essentiel de la population active de la RDC, vivant essentiellement dans les milieux ruraux. Le fait pour l'État congolais d'autoriser les importations de biens de première nécessité, tels que le riz, le maïs, les légumes, les fruits, cela bénéficierait sans aucun doute aux consommateurs congolais par effet de variété de produits, s'ils pouvaient importer librement ces biens de première nécessité de l'étranger à moindre coût. Néanmoins, il va sans dire que les cultivateurs congolais en seraient directement affectés. Les agriculteurs les plus durement touchés par les importations seraient tentés d'abandonner l'agriculture, l'élevage ou la pêche dans les milieux ruraux où ils vivent et d'essayer une reconversion dans d'autres secteurs d'activité. Mais ce changement de métier va s'avérer coûteux et difficile à réaliser, car le savoir-faire spécifique développé dans le secteur agricole ne leur serait d'aucune utilité dans leur nouveau métier. Ceci m'amène au défi à relever pour l'économie de la RDC. Si les conclusions du modèle ricardien d'avantages comparatifs auxquels faisait allusion le professeur Bilolo tout à l'heure mettent en évidence les bienfaits de l'ouverture commerciale pour toutes les nations qui participent au commerce international, les conclusions des théories protectionnistes remettent en cause ce modèle qui a une vision simpliste du libre-échange. Quand j'ai entendu le ministre parler, je me dis, est-ce que nous ne sommes pas tirés dans la patte en allant trop vite en besogne? En effet, les conclusions de ce modèle économique ne sont valables que dans une situation de concurrence pure et parfaite. Et que dans une situation de concurrence parfaite, l'ouverture commerciale précipitée conduit à la détérioration du bien-être des individus du pays concerné, dans ce cas, la République démocratique du Congo. De ce fait, l'existence des avantages comparatifs dynamiques fait des gagnants, mais également des perdants dans le système mondial du commerce. Ainsi, pour chaque pays qui veut compétir dans le système mondial du commerce et en tirer les gains ou les dividendes, il faut relever au préalable certains défis d'ordre politique, sécuritaire, technologique, socio-économique, infrastructurel et culturel. En ce qui concerne la RDC, à mon avis, il est risqué d'entrer dans la zone de libre-échange continental sans faire face au préalable aux défis que représente la reconstruction et la remise en route de ce vaste pays aux potentiels immenses, mais longtemps mal géré. Sur le plan politique, l'instauration de la bonne gouvernance impulsée par un leadership de qualité est un grand défi à surmonter pour engager réellement la République démocratique du Congo sur le sentier d'une croissance économique forte, soutenue, durable et inclusive, condition sine qua non pour espérer atteindre le cercle des pays à revenus intermédiaires et envisager le développement. Sur le plan sécuritaire, il faut souligner qu'aucune activité économique porteuse de croissance ne peut s'installer durablement dans un environnement d'instabilité, de violence, d'incertitude ou d'injustice ou encore de non-droit. La présence des groupes armés, locaux et étrangers, particulièrement à l'est de la RDC, qui continuent à semer l'insécurité,
et à perpétrer des violences physiques sur nos populations, dans le but d'entretenir un climat propice à la prédation des ressources naturelles, constitue un frein dans l'élan pris par le gouvernement pour faire jouir à la population congolaise des avantages de la zone de libre-échange au niveau du continent. Je voudrais ici saluer les mesures d'état de siège prises par le chef de l'État pour éradiquer les groupes armés et rétablir de l'ordre dans cette partie de la RDC. Et je voudrais d'ailleurs demander au gouvernement, au chef de l'État, à l'Assemblée nationale et au Sénat de travailler de concert pour maintenir l'état de siège en place le plus longtemps possible jusqu'à ce que la paix et la sécurité soient rétablies complètement sur l'ensemble du territoire national. Il appartient à l'État d'assurer pleinement ses fonctions régaliennes, notamment celles de l'État gendarme, pour créer des conditions propices à l'exercice des activités économiques. Sur le plan des infrastructures, le processus d'intégration est fortement tributaire des infrastructures de base qui constituent le point de départ de toute intégration réussie. Chers amis étudiants, s'il vous plaît, il se dégage beaucoup de menus dans la salle. Et là, nous ne pouvons pas être à mesure de percevoir la reconnaissance de la présentation du professeur Noël. Je demande à tous ceux qui sont passés de garder silence. Parce que nous ne sommes pas venus ici blaguer, nous sommes venus apprendre. On n'apprend jamais dans le bruit. Quiconque va... Ici, je voudrais souligner l'importance du capital humain dans le développement. La fermeture des écoles et les difficultés accrues d'accès aux soins de santé primaires suite à la COVID-19 auront certainement des effets pervers sur le développement du capital humain en RDC. Par conséquent, pour relancer la production, le gouvernement doit agir sur les facteurs de production. Et parmi ces facteurs-là, les plus importants, c'est la main-d'œuvre, c'est l'homme congolais. Sans une main-d'œuvre qualifiée, il est difficile pour une économie d'innover et d'être compétitive. La concurrence imposée dans le cadre de la ZLECAf nécessite une certaine qualification de la part de ceux qui sont à l'origine du processus de production des biens et services, c'est-à-dire l'homme congolais. L'investissement donc dans la recherche et le développement devient un impératif dans une telle configuration pour migrer vers les nouvelles énergies et réduire la dépendance vis-à-vis de l'extérieur et rendre surtout notre économie compétitive. Je voudrais peut-être m'arrêter par ici et on aura l'occasion peut-être d'échanger pendant la période des questions-réponses. Je vous remercie.